te ramener ici et te faire pire. Rien ne va se passer. Tu as compris? J'ai fait l'idiot. J'ai dit non, et si moi j'ai pas envie de le dire. Il regarde son collègue, il dit mais c'est un lieutenant. Il dit mais est-ce qu'il comprend le français que je suis en train de lui parler? Je dis, je veux que tu le dises et que tu gardes un œil ouvert et que tu surveilles tes arrières. Parce que nous allons te prendre, nous allons venir. Et comme tu dis, le président est très nul là. Nous allons nous le faire très très mal. Nous allons encore... La dette du Togo était estimée à 1270 milliards après 38 ans de règne. Avec la création de la Cour des comptes, avec les démarches du président de la République d'antan, son Excellence Faure Essot-Magne Azumbe, avec les promesses qu'il a eu à faire, qu'il veut gouverner autrement, les institutions financières ont décidé de revoir cette dette à la baisse. De 1270 milliards, la dette est revenue à près de 760 milliards en 2010. De 2010 à 2025, soit 15 ans après, la dette a quitté 760 milliards pour être aujourd'hui à plus de 4500 milliards. Là, j'ai pris un peu peur. Je dis si en 38 ans, Gnassingbé Eyadema a pu contracter une dette de 1260 milliards et que certains collaborateurs de son fils, le président du conseil actuel, son Excellence Faure Essot-Magne Azumbe, ont osé traiter le feu père Gnassingbé Eyadema à la limite de personnes incompétentes parce qu'elle aurait laissé le pays socialement délabré, économiquement exempt, avec une dette de 1260 milliards après 38 ans. Comment se fait-il qu'en 15 ans, les gens ont pu contracter plus de 3500 milliards de dettes en seulement 15 ans? Ça veut dire que si on devait aller à 30 ans, la dette va exploser. Je commence à me poser des questions. Je dis non, mais ce qui est sûr, avec la nouvelle République, le président du Conseil, parce qu'il a tous les manettes du pays dans ses mains, il pourra finalement démettre de leurs fonctions, même si ces personnes sont des sénateurs, même si ces personnes sont des députés à l'Assemblée nationale, même si ces personnes sont des maires, même si ces personnes sont des DG ou des ministres, il pouvait les démettre de leurs fonctions et demander qu'elles puissent répondre de leurs actes. Parce que lui, il n'était pas lié à la minorité. Et il prenait tous les pouvoirs pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait la justice dans le pays. Patatras, la tribune de Madame Nyakade, qu'elle a eu à publier le 2 mai 2025, m'a mis en défaut, m'a mis en position de faiblesse. Moi, qui ai allumé mes lives pour m'égosiller, que non, vous accusez à tort le président de la République d'antan comme étant le parrain de la minorité. Il ne pouvait pas être le parrain de la minorité et permettre aux différentes institutions de publier les rapports. Il veut vous dire de l'aider à se débarrasser de la minorité. Et vous, vous ne comprenez rien. Vous êtes méchant. Donnez-lui l'opportunité dans cette 5e République d'agir pour que vous puissiez voir. Hélas, Madame Nyakade est venue nous renseigner que ces 20 dernières années, il y a eu au total 15 000 milliards de prêts que l'État a contractés au nom du peuple togolais. Là, j'ai reçu comme un coup de foudre dans mon esprit. J'ai dit waouh. Non, Madame Nyakade, elle est en train de mentir. Non, 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 elle est en train de mentir. Elle en veut au président du conseil parce que ce dernier l'avait limogé de son poste de ministre. Donc aujourd'hui, elle essaie juste de se venger. Et dans sa tribune, elle a appelé le peuple togolais à se soulever et à réclamer ses droits, à revendiquer. Elle a utilisé des mots assez graves, disant que M. Faure Essot-Magne Azumbe était l'architecte de ce système-là
qui avait été bâti et construit dans l'intention de maintenir le peuple togolais dans la misère et la pauvreté pour que lui, il puisse, ad vitam aeternam, régner en maître. J'ai encore eu un autre choc. Non, cela ne se peut. Il ne peut pas, ou ils ne peuvent pas laisser cela. C'est pas possible. Ils vont forcément réagir. Ils vont l'attraper. Parce que ces déclarations peuvent amener les gens à se révolter. Si on ne l'attrape pas, ça veut dire que ce qu'elle dit c'est vrai. Et qu'on ne veut peut-être pas qu'elle livre d'autres informations. Mais j'étais persuadé qu'elle serait arrêtée parce que non, ce qu'elle disait était trop grave pour qu'on ne puisse pas l'arrêter. Ces mensonges qu'elle véhiculait étaient trop graves pour qu'on ne puisse pas l'arrêter. Parce que, avec ce qu'elle est en train de nous dire, cela veut dire qu'il y avait possibilité qu'on puisse tripler le salaire des médecins, tripler le salaire des enseignants, tripler le salaire des militaires, tripler le salaire des fonctionnaires du secteur public, construire des hôpitaux de référence dans les 5 régions à des coûts abordables pour toutes les populations, construire des universités de référence dans les 5 régions. Dans sa tribune, elle nous renseignait que l'éducation n'a jamais été une priorité pour le président de la République d'antan qui s'apprêtait à devenir le lendemain président du conseil. Bon, j'étais beaucoup plus en état de choc. Tapotez s'il vous plaît, le live est signalé. Le live est signalé, on me dit qu'il va être coupé en... Tapotez. Merci beaucoup. Partagez encore une fois s'il vous plaît. Partagez et que les donateurs qui le peuvent fassent de beaux grands cadeaux. Voilà, pour rendre ça qualitatif. Donc, j'ai dit non, cela ne se peut, c'est pas possible. Non, 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 non. C'est impossible qu'on ne l'arrête pas. Parce que ce qu'elle dit, c'est trop grave. Elle est en train, en fait, de livrer le président de la République à la vindicte populaire. On ne peut pas être togolais, avoir de l'ambition pour son pays, apprendre ce genre d'informations et rester indifférent en se disant que bon, bof, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Parce qu'en même temps, le choc que moi j'ai eu à soustraire 20 ans de mon âge actuel. J'ai 38 ans aujourd'hui. Quand je soustrais 20 ans, je me rends compte que j'avais 18 ans quand il venait au pouvoir. Et quand je vois tout ce qui a pu se faire comme prêt, 15 000 milliards en 20 ans, je me dis, mais s'il y avait eu les structures qu'il fallait, je serais plus que le jeune que j'ai pu devenir aujourd'hui. J'aurais été beaucoup plus que ce que je suis aujourd'hui. Et pas que moi. Les gens avec lesquels j'ai fréquenté, ces jeunes-là qui ont été obligés de fuir leur pays parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas de lendemain. Je me suis permis d'observer un peu l'écosystème économique de mon pays. Et j'ai vu que la plupart des jeunes n'avaient qu'un seul rêve en ce moment, c'est de quitter le Togo, leur pays, se disant qu'il vaut mieux se chercher ailleurs. Je suis immédiate. Comment l'on pouvait être autant insensible à la douleur de son peuple? Non. Forcément que Madame Nyakadé est en train de mentir. Non, cela ne se peut. Ce qu'elle dit ne peut pas être vrai. Non, elle sera forcément arrêtée. Parce que j'ai vu des personnes plus illustres qu'elle être arrêtées parce qu'elles ont été condamnées ou soupçonnées de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure du pays. Et la gravité, il est pris en otage. Voilà une dame, et pas des moindres, qui a été membre de sa famille, qui a été une figure influente de son système. Et quand on part du principe que c'est l'armée qui tient le pays, elle a été ministre des armées. C'est pour vous dire la confiance que le président du conseil ou le président de la République lui faisait avant de lui confier un tel département. Voici ce qu'elle est en train de déclarer. Donc tu es complice du président du conseil. Parce que le lendemain, monsieur le président de la République
avait réussi à basculer sans pression, sans tension dans la 5e République et toute une jeunesse était prête, moi en premier, à accompagner cela. La fracture est intervenue en lisant le document de Madame Yakadé et j'ai commencé à me poser de véritables questions. J'avais déjà engagé ma vie en me disant je ne vais jamais quitter mon pays, mais je suis prêt à participer. Mais en même temps, en répondant de mes actions, je voulais que Madame Yakadé aussi soit interpellée parce que j'ai répondu à son appel. C'est elle qui a fait des dénonciations, qui a fait des révélations qui m'ont révolté. Et en même temps, il fallait aussi que les gens qui ont publié les rapports de la Cour des comptes, de l'IGE, de l'ITE, soient aussi interpellés. Que les personnes qui sont mises en cause comme étant les détourneurs des deniers publics puissent être interpellées. Parce que mon interpellation prouve une chose, c'est que la justice fonctionne. Le Togo est un état de droit et quiconque viole la loi répond de ses actes. C'est ce que je vais arriver dans le bureau avant qu'on me fasse sortir et qu'on m'emmène maintenant dans la villa. Là, il arrive avec un air plus autoritaire, menaçant, avec un ton martial, une mine changée. Il regardait un live et c'était le live des influenceurs qui avaient déjà commencé par parler de mon interpellation. Et là, il vient, il s'assoit, il me dit, les gens sont en train de parler de toi. Voilà. Il scroll et il joue la vidéo où je suis en train de parler du président de la République. Soi-disant, je lui présentais des excuses et j'avais ironisé. Il me rejoue la vidéo jusqu'à ce qu'elle s'arrête à: j'avais dit que le président était incapable. Je m'en excuse. Le mot est faible. Il est très incapable. Incapable d'arrêter la minorité pieuse qui s'accapare des richesses du pays au détriment de la majorité. Et là, il stoppe la vidéo. Il dit: ça veut dire quoi? Moi, je pense que je peux me permettre de parler au chef de l'État comme ça et rien ne va se passer. Que je pense que c'est mon égal. Le chef de l'État, c'est une institution. Ce n'est pas mon égal pour que je parle comme je lui ai parlé là. En lui parlant ainsi, j'ai parlé à une institution. Si moi je suis quelque part et je vois des gens venir pour piétiner le drapeau, qu'est-ce que je vais faire? Je dis bien entendu, en tant que patriote, je vais aller au secours du drapeau. Il dit oui, mais qu'est-ce que je vais faire aux personnes qui sont en train de piétiner le drapeau? J'ai répondu à cela que si j'estime être plus fort que ces personnes, peut-être sous le coup de l'émotion, je vais agresser ces personnes, mais après, je vais devoir répondre devant la loi, parce que ce n'est pas mon rôle de les agresser. Il me dit: ah bon, que oui, j'ai insulté le chef de l'État, qui est leur papa. Donc, eux aussi, ils vont me le faire payer cash. Et après, s'il le faut, ils iront répondre là où il faut. Si moi, je suis dans une maison avec mon papa, et je vois des gens qui viennent, ces personnes viennent insulter mon papa, qu'est-ce que je vais faire? Je dis: ah, ça dépend de ce que mon papa a fait à ces personnes-là. Et ça dépend aussi de la relation que j'ai avec mon père. Et j'ai vu que ma réponse l'a irrité. Il dit: jamais, peu importe la relation que j'ai avec mon papa, si je suis quelque part et des gens viennent insulter mon papa, je dois défendre mon papa. Et moi, j'ai insulté le président de la République. Le président du conseil, c'est leur papa. Et je vais le payer cash. Ils vont me traiter de façon conventionnelle et rien ne va se passer. Je suis en train de prendre ça à la légère, je pense que c'est une blague. Lève-toi! Va au milieu, là-bas. Ça veut dire quoi? Tu te prends pour qui? Je me suis levé tranquillement. Je me suis mis au milieu. Maintenant, il les menottes. Et enlève tes chaussures. Ils sont venus, ils m'ont mis les menottes. Faites-le asseoir contre le mur. Ils m'ont ramené, me faire asseoir contre le mur. Et comme j'avais les menottes, j'avais le dos un peu comme ça. Et je dis tout ce que moi je voulais, c'est défendre la vérité et me faire entendre. Moi, je n'ai pas insulté pour créer des dégâts. Mais bon, de toute façon, c'est déjà dans leur main.
Il dit oui, je pense que je vais m'en tirer comme ça, ce n'est pas possible. Il demande qu'on me mette les pneus au niveau des jambes jusqu'au niveau des genoux pour que mes jambes puissent être dans cette position, les talons puissent être en vue. Et là, il demande qu'on a qu'à me fouetter. Le premier qui est venu m'a mis un coup de cordelette. Je l'ai reçu dans le dos. Il a dit non. Il a fait signe qu'il ne veut pas qu'on laisse de traces. Il a regardé avec un regard méchant. Le gars a compris. Et là, carrément, ils m'ont appuyé contre le mur. Quelqu'un me tenait comme ça contre le mur, les mains derrière. Et il a demandé qu'on a qu'à me frapper sous les plantes des pieds avec les cordelettes. Et c'est là mon supplice a commencé. Le monsieur qui devait frapper, il a commencé à frapper. Il dit yo, c'est comme ça on frappe. S'il ne sait pas faire attention, il va voir. Il n'a qu'à remettre la cordelette à l'autre personne. Plus tard, le gars s'est présenté à moi comme étant un capitaine. Et lui, c'est un tortionnaire par excellence parce qu'il prenait plaisir à le faire. C'est lui qui s'est chargé de mon pied gauche. Et c'est celui-là qui a le plus de séquelles aujourd'hui. Ils m'ont frappé. En me frappant, ils m'humiliaient. Ils m'humiliaient. Je raconte qu'on m'empêche de chanter, on me ferme les scènes et tout. C'est le président qui m'empêche de chanter. Qu'est-ce que je chante même et puis je dis on m'empêche de chanter. Lui ne me connaît pas. Hein? Et je pense que quand on va me prendre, le public ne me connaît, le public ne me connaît même pas. Je pense que les gens vont réagir pour moi. Je pense que les gens vont réagir pour moi. Je le pense que si le public m'a vomi, c'est pas la peine de venir m'en prendre à des gens. Et je parle de Madame Yakade qui a sur sa tribune. Est-ce que ça me regarde? Est-ce que ce cas est dans la tribune, ça me regarde? Je dis non que moi je voulais défendre l'intérêt de tout le monde. J'ai même parlé des militaires. Que est-ce qu'ils m'ont envoyé? Ils sont venus se prendre chez moi. Ça veut dire quoi? Et l'autre dit oui. On dit de chanter, moi je fais l'intellectuel que je chante. Au lieu de mettre les fesses et les femmes dans mes chansons comme Connie Gangsta, moi je viens, je chante en français et je dérange les gens. Le public aime ça. De mettre les fesses et les femmes dans mes chansons, je vais voir. De m'adapter à ce qui marche maintenant. J'ai dit que non. Moi j'ai des enfants, j'ai des filles. Je ne peux pas chanter certaines chansons parce que quel conseil je vais donner à mes enfants. Mais ça les étonnait qu'ils me parlent, ils me torturent et je réponds. On dit mais on parle, tu parles. Je dis mais ils me posent des questions, je dois bien répondre. Mais quand je réponds, on me frappe, je crie. Aïe, aïe, j'ai mal, le pied s'est en feu. Je dis mais ça me fait mal. Les nerfs des pieds ont commencé à éclater, se faisaient voir. Mais j'avais toujours la discussion avec eux. Un temps après, il y a le commandant qui prend un coup de fil, il recule, il dit mon colonel, oui, nous sommes en train, il parle, après il revient, il dit bon, ils n'ont qu'à arrêter. Il dit voilà, que je dis que j'avais voulu soit deux choses, soit être enfermé, soit être présenté devant le président du conseil. Si tout à l'heure là on me met devant le président du conseil, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire que en temps normal, je n'étais pas censé l'insulter et c'est malgré moi que je l'ai fait. Mais si j'ai eu à le faire, c'est parce que la situation a été à un niveau où c'était déplorable pour moi. Te ramener ici et te faire pire, rien ne va se passer. Tu as compris? J'ai fait l'idiot. J'ai dit non, et si moi j'ai pas envie de le dire. Il regarde son collègue, il dit mais c'est un lieutenant. Il dit mais est-ce qu'il comprend le français que je suis en train de lui parler? Je dis, je veux que tu le dises et que tu gardes un œil ouvert et que tu surveilles tes arrières. Parce que nous allons te prendre, nous allons venir. Et comme tu dis, le président est très nul là. Nous allons te le faire très très mal. Nous allons encore... Moi, je... Lève-toi. Il a reçu ensuite un deuxième coup de fil. Il s'est écarté, il est revenu. Il dit marche sur tes pieds. Je ne connais pas le nom des autres, mais c'était après 6 ou 7 au total, plus le commandant y compris. Donc vu que je le nomme lui, je le cite nommément, le commandant Mbale, et que nous avons entamé une procédure judiciaire contre ces personnes, quand il sera interpellé ou il sera approché par les avocats, il pourra nommer les autres. Si moi je les revois, je peux les reconnaître. Je n'ai pas oublié leur visage. Non. Ils m'ont marqué dans la chair et dans l'âme. Ils ont exigé que je puisse marcher sur mes pieds enflés. J'avais du mal, mais ils ont exigé que je fasse le tour de la cour en se moquant de moi.
Je me suis mis à marcher difficilement. J'ai voulu tenir le mur. Ils ont dit, niet, de marcher sans tenir le mur. J'ai exécuté. J'ai marché sans tenir le mur. Et après, ils m'ont dit, il faut que je boive beaucoup d'eau. Avec l'expérience de l'eau que j'avais bu et qui m'a fait me sentir mal, j'ai dit non, je ne veux plus boire. Ils m'ont dit non, je dois boire beaucoup d'eau. Ils savent pourquoi ils me disent de boire beaucoup d'eau. Quand on est arrivé, on est retourné dans les locaux où j'étais principalement. Ils m'ont donné de l'eau à boire. Je l'ai bu parce qu'ils ont exigé. Et après, ils m'ont donné une pommade pour que je puisse masser mes pieds. Ensuite, ils demandent que je puisse me rincer avant de me mettre en cellule. J'ai dit non, je peux faire rentrer comme ça. Ils m'ont fait me déshabiller. J'étais en slip. Ils m'ont fait rentrer dans une cellule sombre. Et j'ai dormi avec près de 6 personnes inconnues là-bas, à même le sol, jusqu'au petit matin. Le lendemain matin, le 27 mai, vers 7h, 8h, ils m'ont réveillé. Ils m'ont fait monter à l'étage. Dans la salle, ils m'avaient fait attendre en face du bureau du commandant. Ils me demandent, je veux boire de la bouillie, je veux boire du café. J'avais plus confiance parce que mes droits avaient été violés. En me présentant le code pénal et en me demandant est-ce que je sais ce qui m'attendait, nulle part dans le code pénal il est dit que quand on interpelle une personne qui reconnaît ses fautes, elle doit être torturée. Je n'avais pas volé, je n'avais pas tué une personne, je n'avais agressé personne physiquement. On pouvait me reprocher qu'une seule chose, d'avoir insulté le chef de l'État, parce que dans mon désarroi, je trouvais qu'il était inadmissible qu'il puisse laisser les voleurs de la République, ceux-là même qui détournaient l'argent des routes. Et ces routes sont en mauvais état, les gens font des accidents, ils meurent sur ces routes-là, en liberté. Ceux-là même qui détournent l'argent des hôpitaux, l'argent qui doit servir à construire des hôpitaux. Et les gens vont mourir dans les hôpitaux. Et ces personnes sont en liberté. Ils m'ont pris, ils m'ont torturé. Là, je n'étais plus d'accord. Ils me disent, ils vont me faire boire du café. Je dis non. Si jamais je m'en sors, tout veut dire que je suis déjà mort. Donc je ne veux pas de café. La bouillie, si jamais je m'en sors, que je suis déjà mort, vu déjà que j'ai déjà bu l'eau. Je ne vais pas boire la bouillie. J'ai fait ma déposition. L'un des tortionnaires a saisi cela. Et quelques temps après, ils viennent me dire, avant de signer ma déposition, d'attendre. Parce qu'il y a les membres de ma famille qui sont là, les membres du village qui sont là. Ils veulent que nous puissions régler ce problème en famille. Je m'attendais à voir des oncles ou des tantes à moi. Parce qu'on a dit des oncles de village. Parce que une semaine auparavant, j'avais reçu, une semaine avant mon interpellation, j'avais reçu la visite des oncles à moi qui étaient venus pour essayer de me convoquer chez eux pour me faire des reproches par rapport à mon comportement. Ils estimaient que oui, il fallait qu'on fasse peut-être des cérémonies pour que je puisse revenir en moi. J'ai dit non, les oncles, avec tout le respect que je vous dois, je ne répondrai pas à votre appel. Ce que je fais dépasse le cadre de ma personne et dépasse le cadre de la famille. Je le fais pour le Togo. Je le fais pour que les injustices s'arrêtent. Les gens ont estimé que moi, seulement après 15 ans, de façon même chevauchée de carrière, ils ont estimé que j'ai déjà fait mon temps, ils veulent me mettre à l'écart des scènes, m'empêcher de faire ma carrière parce que je dénonce les faits. Or, ces personnes-là, quand je fais les calculs, elles ont fait plus de 15 ans, plus de 20 ans, donc elles aussi, elles ont fait leur temps. Nous tous, nous devons libérer le plancher pour permettre à d'autres personnes de s'essayer. Les oncles l'avaient un peu mal pris. Ils sont partis. Donc quand le lendemain de ma torture, on me dit, il y a des gens du village qui sont venus pour connaître le problème en famille, je m'attendais à aller voir des gens de mon village, des oncles. Je me lève, encore escorté, on me fait rentrer dans une salle et je vois 4 personnes.
parmi lesquels je ne reconnais qu'une seule, parce qu'elle avait été un collègue de mon papa, et au village, nos maisons sont voisines, quoi. C'était le colonel Rozo. Il est de Pia-Lao comme nous. Et dès que je le vois, je comprends que les 3 autres personnes qui sont avec lui sont aussi du même village que nous. Et automatiquement, je pense à ma tante qui m'a appelé pour me dire qu'il y a des officiers de mon père qui ont projeté de me faire arrêter et de me faire interner pour cas de folie, pour me détruire à cause de mes revendications. Et là, je tique. Le colonel Pitassa me demande est-ce que je les reconnais? Et j'indique que je ne reconnais que le colonel Rozo. Et les autres, je ne les connais pas. Et le colonel Rozo me dit ah, tu me reconnais? Je dis bien sûr, papa, je vous reconnais. On est voisins à Pia. Votre maison n'est pas loin de chez nous. Et quand on était enfant, vos enfants venaient chez nous, on venait aussi chez vous. Il dit ah, donc tu connais mes femmes? Je dis non, je connais la première, la maman de ta fille et de ton fils. Il me dit ok, pourquoi je boite? Je lui fais comprendre que j'ai été torturé hier. Il me dit ah bon, ok. Il me demande est-ce que j'ai fait les cérémonies, est-ce que je suis lié à la tradition et tout? Je dis non, moi je ne connais rien de la tradition. Je vais à quelle église? Je dis moi je n'ai pas de religion, je n'ai pas de parti politique ni rien. Il me dit ah bon. Et parfois les chansons de je suis en contact avec lui. Sauf que quand j'ai commencé à faire mes interventions, il m'a appelé pour me dire non, d'arrêter d'insulter le président. Il dit ah bon, donc on m'a prévenu. Je dis oui. Mais pourquoi j'ai continué? Tout le narratif que j'ai eu à faire la veille, je les ai exposés, tout cela. Il dit ben non, mais pourquoi je ne suis pas venu les voir pour leur en parler? Je dis non. Du moment où on m'a dit que c'est parce que je ne suis pas dans le parti au pouvoir, je ne fais pas les courbettes au parti au pouvoir, qu'on me ferme les scènes. J'ai fait la démarche d'aller voir le secrétaire exécutif du parti pour lui dire que je suis aussi un frère kabylien comme eux. Ce n'est pas parce que je ne suis pas membre de leur parti que je suis forcément contre eux. Et ma manière à moi d'aider le parti et le président à bien faire son travail, c'est de prendre dans l'opinion l'avis de la majorité, les dénonciations et les ramener sur la place publique. Comme cela, ils pourront travailler là-dessus pour que les gens ne puissent plus parler. Il me dit non, que ça c'est le parti ça. Normalement, je devais venir les voir eux. Nous sommes du même village et tout. Et mon papa, pourquoi on l'appelle depuis, il ne décroche pas. Il y a même une somme qu'on doit lui donner, on l'appelle de venir, mais il ne décroche pas. J'ai dit non, mon papa, il n'est pas très bien portant. Ça fait qu'il ne prend pas les appels quand on l'appelle. Et souvent, c'est moi-même qui l'aide pour certaines choses et tout. Il me dit ah bon? Il dit oui. Du coup, il y a un parmi eux qui me dit non, tout ce que moi je suis en train de faire aujourd'hui, je m'en prends au chef de l'État et tout, alors que je suis un kabien et tout, c'est la faute à mon père. C'est mon père qui avait commencé cela et aujourd'hui moi aussi je suis en train de le faire et je mets même mes enfants dans la rébellion est en train de s'agrandir. Et là je dis waouh, non, mon papa ne m'a encouragé en rien et c'est moi qui ai pris sur moi de faire ce que j'ai fait par rapport à tout ce que j'ai vécu et par rapport à tout ce que je vous ai raconté. Il me dit non, que lui sait de quoi il est en train de parler. Et il joue une vidéo où je dis au président du conseil que voilà, il achète tout. Il n'est pas aimé, il est vomi par les populations. Même son amour, il l'achète. Les gens qui viennent le voir, qui l'applaudissent là, ils le font seulement parce qu'il est en train de les payer. Il les paie, c'est pour ça. Sinon, s'il ne paie personne, personne ne peut sortir l'acclamer parce que personne ne l'aime avec ce qu'il est en train de faire comme comportement. Il me dit voilà. Et c'est un cabinet qui est en train de parler comme ça. Je veux contaminer les autres pour qu'ils passent pareil. Et c'est déjà parti à l'international. Ça veut dire quoi? Et d'un coup, il y a une troisième personne parmi elle qui dit que les gars, le petit frère il a parlé, mais moi je vois qu'il ne raisonne pas bien. Il n'est pas normal, il n'est pas dans son état normal. Donc nous devons l'aider à guérir. Nous devons l'aider à guérir. Je dis oh. Je me sens bien. Il dit non, que je ne me sens pas bien. Eux, c'est leur rôle de m'aider à guérir.
Donc ils vont voir, ils vont prendre des précautions pour qu'on m'aide à revenir en moi, à guérir, et après on va m'envoyer au village pour faire les cérémonies. Je dis non, moi je ne fais pas de cérémonie. Hein. Je ne suis pas mêlé à toutes les traditions. Même Evala, je n'ai jamais fait Evala. Que non, c'est eux de décider. Donc on va m'aider à guérir. Je dis mais comment ça? Ils se lèvent, ils partent. Ils se lèvent, ils partent. On revient me chercher, on me ramène pour aller signer ma déposition. Et là, je dis à l'officier qui est en train de faire ma déposition que non, moi je vais appeler un avocat. Ma place n'est pas dans un asile parce que hier j'ai été prévenu par ma tante qu'il y a des officiers du village de mon père qui veulent me faire interner pour cas de folie. Et aujourd'hui, on me dit qu'il y a des gens qui sont venus pour qu'on puisse régler le problème en famille. Je rentre, je vois des officiers du village de mon père et l'un parmi eux conclut que je ne suis pas bien, donc on doit m'aider à guérir. Je cite le nom du colonel Roseau parce que je l'ai cité aussi auprès de mes avocats. Quand on va l'interpeller, quand on va s'approcher de lui pour lui demander, il pourra citer le nom des 3 autres personnes qui l'accompagnaient. Il pourra nommer celui qui a dit que ce que je suis en train de faire, c'est mon père qui l'avait commencé. Nommer celui qui a dit que le petit frère n'est pas normal et que nous devons l'aider à guérir. Je ne sais pas quelle étude il a eu à faire pour être en mesure de diagnostiquer la folie ou un cas de dérangement chez les patients. Donc je dis à l'officier que non, moi je ne veux pas qu'on m'envoie dans un asile psychiatrique. Je veux qu'on m'envoie chez le procureur parce que pour mon infraction, c'est en prison je dois aller. Ils veulent me détruire, moi et ma carrière et mon image, s'ils me font passer pour un fou. Parce qu'après, quand je sortirai, même si je me permets de faire des dénonciations, l'opinion générale dira « Oh, c'est un fou qui est en train de parler, ne l'écoutez pas, ne le prenez pas au sérieux. » Il a été déjà interné pour folie. Comme on va en prison, je sortirai en tant que prisonnier politique. De les suivre. Et le moment viendra, si vous prenez des avocats, je les prendrai. S'il vous plaît, tapotez et partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez au maximum. Le live est attaqué. Permettez-moi de boire un peu l'eau de coco. Donc, il avait déjà tapé mon PV. Mais quand je suis revenu, il m'a reposé une dernière question. Il me dit, est-ce que je fume la marijuana, le cannabis? Quelque temps après, les 2 gars étaient là, ils étaient armés. J'ai vu entrer un monsieur. Je l'ai reconnu net parce qu'il avait l'habitude d'être toujours derrière le président quand le président voyageait. Donc j'ai dit que c'est son aide de camp. Mais après investigation, j'ai vu qu'aujourd'hui, il est le chef corps de la sécurité présidentielle. Le chef corps de la garde présidentielle. Le colonel Aoui. C'est lui qui est venu à visage découvert. Il ne s'est pas caché. Il m'a posé une question. Monsieur, ça va? J'ai dit la vie est belle. Il me dit ok. Vous voulez boire quelque chose? De l'eau? Un cocktail? J'ai dit de l'eau. Il dit ok. Il dit au soldat qui était là en civil que après donnez-lui de l'eau. Faites venir le coiffeur. Moins de 2 minutes, le coiffeur est venu. Il a enlevé son matériel. Il dit, rasez-lui la tête et la barbe. Sans mon autorisation. Dans mon entendement, il voulait me raser la tête et la barbe. Peut-être parce qu'il voulait me rendre présentable pour aller me présenter au président du conseil. Je suis resté zen. Ils ont commencé à me raser mes cheveux. Pendant ce temps, ils me prenaient en photo. Ils ont commencé à raser la barbe. J'ai dit qu'ils me laissent la moustache. Parce que quand on me rase la moustache, parfois ça donne l'impression que j'ai une grosse bouche. Il dit rasez tout. Ils ont rasé. Il a pris les photos.
Et il dit avant de sortir que jusqu'à ce que ta barbe ne repousse, j'espère que les bonnes paroles sortiront de ta bouche. Et il est sorti. Il est sorti. Ils sont revenus me remettre la cagoule. Ils m'ont fait descendre. Ils m'ont fait monter à l'arrière de la voiture. Et là, je tique. Je dis, ah. Ils m'ont pris du S-Creek. Ils m'ont amené dans cette villa. Juste pour me prendre mes cheveux et ma barbe. En pays kabien, ou dans la tradition africaine, cela a une grande signification. Qu'on prend les cheveux et la barbe d'une personne. Et voir que c'est l'aide de camp ou le chef corps de la garde présidentielle qui est lui-même venu personnellement me faire raser les cheveux et la barbe et prendre des photos, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai pensé à la parole de la veille, si jamais tu t'en sors. J'ai pensé à ceux qui ont dit, il faut qu'ils m'emmènent dans un asile parce qu'il fallait qu'on me fasse passer pour un fou. Je savais automatiquement que c'est AZB, ils étaient en train de me mener. Mais si on devait m'amener AZB dans l'asile des fous, normalement c'est là-bas qu'on devait me coiffer. C'est AZB, on devait me coiffer après avoir remarqué mon état. Donc j'estime, et c'est pourquoi j'ai nommé le colonel. Ah oui, j'en ai parlé à mes avocats qui se sont constitués et nous allons porter plainte, nous allons les poursuivre. Ils vont me rendre mes cheveux et ma barbe parce que cela a une connotation spirituelle. C'est pourquoi à l'entame de mon live, je vous ai dit que je suis vivant devant vous aujourd'hui, mais je ne sais pas si c'est un mort vivant qui parle ou c'est un vivant. Parce que je ne sais pas si mes cheveux, ils sont partis les mettre avec ma barbe dans un cercueil, dans un tombeau, sous un fétiche, je ne saurais le dire. À des fins de rituel, je ne saurais le dire. Mais ce qui est sûr, ils m'ont pris du S-Creek pour m'envoyer à cet endroit cagoulé où monsieur le colonel Aoui s'est présenté pour ordonner qu'on me rase les cheveux et la barbe. À quelle fin? Ils auront à répondre de cela et me rendre cela. Là où ils m'ont enterré, ils vont aller me déterrer. Là où ils m'ont enterré, ils vont aller me déterrer. Si c'est sous un fétiche, ils ont déposé ça en pays kabien, ils vont aller régler ça. Mes tantes sont déjà en train aussi de se constituer pour réclamer cela. Parce que bon, visiblement, je ne peux pas compter sur mes oncles. Mais au moins je peux compter sur mes tantes. Et elles vont réclamer cela. Donc qu'ils soient prévenus par avance. On a quitté l'endroit, ils m'ont repositionné encore en position de sac de couchage, de marchandises à l'arrière d'un bus de 15 places. Et à mi-parcours, arrivé à la hauteur de la zone portuaire, je le sais parce que quand on m'a remonté la cagoule, j'ai vu un peu. C'est en ce temps que le soldat a monté la cagoule pour me donner de l'eau. Cette eau que le colonel Aoui a dit après donner lui de l'eau. C'est en ce moment qu'ils m'ont fait boire l'eau. Il a refermé la cagoule. Je me plaignais des menottes qui étaient trop serrées. Il m'a dit non, qu'ils n'ont pas les clés et que nous ne sommes pas loin d'arriver. Je suis resté ainsi jusqu'à ce que nous n'arrivions à Zébé. Arrivé là, ils ont retrouvé les clés. Ils m'ont enlevé les menottes. Ils ont enlevé la cagoule. Ils m'ont fait asseoir sur un siège normalement. Ils sont rentrés à l'intérieur de Zébé. Nous sommes descendus et ils m'ont fait rentrer dans la salle d'attente pour voir le médecin. Quelque temps après, on nous a annoncé et je suis rentré. J'ai vu le médecin qui était là et les deux gardes qui m'ont amené étaient à mes côtés, toujours armés.
Mais arrivé là-bas, ils ont levé les chargeurs de leur arme et tout. Ils ont déposé. Et le professeur nous demande, que puis-je faire pour vous? Et un des gardes lui demande s'il n'a pas reçu l'appel du colonel. Il dit oui, mais il veut m'entendre. Et l'un des gardes dit il va sortir pour faire un appel. Il sort et l'autre reste. Et je me mets à narrer l'histoire. Je me mets à dire oui, j'étais en train de défendre même les militaires, les médecins, les enseignants que j'exigeais avec la fortune et les ressources du pays qu'on triple le salaire, qu'on double, qu'on triple le salaire des médecins, qu'on double, qu'on triple le salaire des militaires, qu'on double, qu'on triple le salaire des enseignants, que c'est bien possible, qu'on arrête les personnes qui détournent les ressources du pays. Et le militaire qui était à ma droite était gêné, il s'est levé pour sortir. Parce que quelque part, il savait que je les défendais. Il est sorti. J'ai parlé avec le professeur, je lui ai narré tout ce que j'ai eu à lui raconter. Et après, il me dit de sortir, l'attendre dehors. Il était avec deux de ses assistants. Je sors l'attendre. Au bout de 5 minutes, il me fait revenir. Et il me dit, voilà, j'ai parlé. Il m'a bel et bien entendu. Il y a de la cohérence dans ce que je dis. Je suis lucide, j'ai tout dit de A à Z de façon impeccable. J'ai soutenu un argumentaire. C'est propre. Sauf que, il m'a posé certaines questions. Est-ce que je dors? Est-ce que je fume le cannabis? Est-ce que je me retrouve souvent dans une situation d'angoisse et tout? Est-ce que je suis souvent triste? Est-ce que j'ai des idées suicidaires? J'ai répondu à toutes ces questions. Est-ce que je fume du cannabis? Oui, mais ça fait un moment que j'ai arrêté. Est-ce que j'ai des idées suicidaires? Je dis jamais, j'ai pensé à me suicider parce que mes principes spirituels ne me demandent pas de le faire. Il dit, mais pourquoi je dis que je suis déjà mort et tout? Je dis, oui, vous savez que ce que je faisais, je ne pouvais pas être dans mon état pour le faire. Donc, vous savez que si on me prenait, je risquais le pire. Mais j'étais prêt à cela parce que je voulais que le pays change. Il dit, mais est-ce que je dors? Je dis, non, mais ces derniers temps, je ne dors pas parce que je fais des heures de live. Je fais des heures de live et je discute avec les gens. Donc ça fait que je prends des boissons énergisantes pour ne pas dormir. Il dit voilà. Donc tout ce mélange-là montre qu'il y a quelque part un trouble. Et en psychiatrie, nous sommes dans une situation qu'on peut qualifier de suicide, dans une phase de suicide équivalent. C'est-à-dire que j'ai envie de mettre fin à mes jours, mais je n'ai pas le courage. Mais je me mets en danger pour que l'individu en face de moi puisse en finir avec moi. Et je dis non, mais docteur, vous savez très bien que je ne suis pas fou. Et il me dit, entre nous, que je ne peux pas être au Togo, connaître le pays dans lequel nous sommes, faire ce que j'ai fait là et dire que je suis normal. Que quelque part, il faut avoir un câble pété avant de le faire. Nous en avions souri. Et il m'a dit de me rassurer. Il ne me traite pas de fou. Comme il a bien dit, en psychiatrie, il y a des termes techniques. Je ne peux pas comprendre. Mais ils vont m'aider à m'apaiser et tout. Ils vont me garder pour que je puisse être apaisé. De me rassurer. Il fera son travail de façon professionnelle. Ça, il me le garantit. Qui n'est pas là pour suivre les consignes de quoi que ce soit, lui fera son travail. Et je lui ai dit non, professeur. Non, docteur. Je ne savais pas qu'il était professeur en ce temps. Bien avant que je ne vienne ici, il y avait déjà des officiers du village de mon père qui avaient déjà planifié de me faire interner dans un asile psychiatrique. Et ce matin, même avant de venir, c'est un groupe parmi eux qui est venu dire que le petit frère ne raisonne pas bien et qu'il faut qu'on l'aide à guérir. Et je me retrouve devant chez vous. Donc ce que vous faites, ce n'est que la suite logique de ce qui avait déjà été décidé. Il dit non, que lui, après m'avoir écouté, s'il avait estimé qu'il n'y a pas lieu de me garder, lui, rien ne l'oblige à me garder, va me dire non, on allait m'amener dans un autre centre, lui n'allait pas le faire. Mais parce qu'il a estimé que je dois être interné, qu'il le fait. Il dit, mais vous savez très bien que je ne suis pas fou. Il dit, il n'a pas utilisé le terme de folie, mais ils vont m'aider à m'apaiser.
Il dit aux soldats qui m'ont accompagné, d'accord, on va le garder, mais dites au colonel qu'il faudrait au moins envoyer 2 gardes pour qu'il puisse monter la garde devant sa chambre. Ils avaient déjà donné les consignes pour qu'on puisse arranger la chambre où je devais être. Ils m'ont déplacé, ils m'ont emmené vers là. Ils m'ont fait des prises de sang. Ils ont commencé à me faire leur traitement, à me faire des injections, à me donner des comprimés et à me mettre du sérum. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on m'a injecté. Je ne vais pas aussi être une mauvaise langue pour dire que j'ai été empoisonné ou quoi que ce soit. Ce que je sais, j'ai reçu des injections. Je ne sais pas c'est quoi ces injections. Est-ce qu'aujourd'hui, je me sens à 100% de ma forme? Je ne peux pas le dire. Je ne suis pas à 100%. Et quand je reste, mes nuits ne sont pas aussi calmes qu'elles ne l'étaient avant que je ne sois interné dans une asile de fous. Et physiquement, je n'ai plus mon énergie que j'avais avant de pouvoir être interné. Je le sais parce que j'ai essayé de répondre mes exercices physiques, mais je n'ai plus la force que j'avais. Je le sais. Donc, ils ont commencé les traitements, les injections, les sérums, les comprimés. Et là où j'étais pas autorisé à avoir de la visite. Ça a commencé le matin, le soir ça a suivi. Et le professeur a dit normalement pour garder quelqu'un, il faut amener une certaine somme. Pour qu'on puisse voir les besoins de la personne sans manger, tout. Ils ont dit ils vont envoyer la somme pour qu'on puisse commencer. Ils ont trouvé les moyens de pouvoir me faire interner et ils étaient en mesure même de financer pour que je sois interné là. Dans tout ce que je vous dis jusque-là, mes parents n'étaient pas au courant que j'ai des problèmes et qu'on va m'interner. Non. Mes parents n'étaient même pas encore au courant que j'étais interné là-bas. C'était le mardi. Mon papa m'a cherché. Il est allé au West Creek. Ils lui ont dit que quand on m'a emmené la veille pour m'interroger, je déraisonnais, je ne raisonnais pas bien. Donc on m'a envoyé pour voir un psy. Il a été au niveau de l'ANR. Ils disent non, qu'ils n'ont pas eu de maîtresse ici, que c'est forcément au West Creek. Et finalement le mercredi, qu'on lui a dit que j'étais allé à ZB et qu'on me faisait des traitements pour m'aider à retrouver mes esprits. Mon papa, ma maman n'avait pas le courage de venir. Elle était carrément dépitée. En ce temps, j'ignorais même que ma maman avait déjà commencé à faire des vidéos. J'ignorais que ma fille avait déjà fait des vidéos. J'ignorais tout ce qui se passait à l'extérieur. Je n'avais aucune idée. Ils ont restreint la visibilité du live. Le live est très signalé. On dit on va le couper bientôt. Mais je crois que je vous ai déjà dit le maximum de ce qu'il y a. Arrêtez vos emojis et des commentaires qui ne sont pas encourageants. Bien avant qu'on me prenne, quand je savais qu'on me prendrait, il y avait une personne avec laquelle j'étais en communication étroite. C'était Zagabombo. Il me disait que je courais des risques. J'ai dit oui, je suis prêt à les prendre. Il dit de sortir du pays avant de parler. J'ai dit non. Je veux rester là pour le faire. Je le fais pour le Togo. Il m'a dit, frérot, si jamais on t'arrête, je te promets que je vais mobiliser le monde entier pour toi. Je ne vais pas te lâcher parce que ce que tu es en train de faire, franchement, j'avais entre-temps décidé d'abandonner carrément la lutte. Mais c'est voir la fougue que tu as, l'énergie que tu mets, ça me motive à pouvoir continuer. Donc si jamais on t'arrête, je te promets que je ne vais pas t'abandonner. Et même si tu es condamné comme les autres, sache que ta famille, je ferai tout pour qu'elle soit à l'abri, pour qu'elle soit protégée. J'ignorais qu'il allait joindre l'acte à la parole. Il y a un
fait important que je veux vous rappeler. Pendant qu'on avait commencé, que moi j'avais commencé à faire mes interventions avec Verve déjà en décembre 2024, janvier 2025, Vagabambo était actif dans le train de la liberté. Et il m'appelait, il me faisait du chatting pour que je puisse rejoindre le train. Moi je dis non, ce que je fais, je le fais en mon nom personnel. Je ne suis membre d'aucun mouvement. Je ne suis membre d'aucun parti politique. J'agis en mon nom personnel. Je veux agir sous ma propre gouverne. Si je suis interpellé, je veux répondre moi seul. Je ne veux pas qu'on dise que c'est quelqu'un qui me manipule de l'extérieur, que c'est quelqu'un qui m'envoie. Et puis, entre-temps, Azaga, mais dis-lui merci. Mais je ne vais pas rentrer en contact avec lui. Je ne vais pas monter dans ses lives. Parce qu'en ce temps, la peur que moi j'avais, c'est que quand il faisait les sorties, il disait qu'avec ce qui va se passer, les gens vont mourir. Et j'ai dit non, moi je ne peux pas être sur le territoire et puis tenir ce genre de propos parce que demain on dirait que je suis en train d'emmener les gens à l'abattoir et moi je ne veux pas ça. Donc je ne peux pas rentrer dans ces lives, mais qu'ils lui disent merci. Je le remercie pour son soutien parce que ça tombait dans une période même où j'étais vraiment sous le rouleau. Mais au-delà de ça, je ne serai jamais membre du train de la liberté. Il m'a dit oh non, c'est pas pour te corrompre, non, c'est juste pour t'encourager. Et c'est au nom de ce geste que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je témoigne du respect à M. Marc Nda. Parce qu'en retour, il n'a jamais rien exigé de moi. Il ne m'a jamais manqué de respect. Et les éléments du train de la liberté, quand ils ont eu les opportunités, les occasions, ils sont venus dans mes lives, ils m'ont donné de la force, ils m'ont encouragé. Et à ma sortie, j'ai pu voir qu'il n'était pas resté en reste. Il faisait partie de tout ce monde qui ont mobilisé les énergies pour exiger que je sois libéré. Donc encore une fois, j'aimerais passer par ce canal pour dire merci à Marc Nda et merci au train de la liberté pour leur soutien et pour avoir participé à ma libération. Donc j'ignorais en ce temps qu'il y avait déjà cela que Vagabambo avait activé, qu'il y avait déjà des gens qui étaient en train de se battre pour moi. Et le mercredi 28, j'étais allé pour prendre ma douche avec mon pied qui me faisait mal quand la secrétaire a fait rentrer mon papa et ma femme dans la salle où j'étais. Mon papa m'a vu avec les cheveux rasés, ma femme m'a vu, elle était un peu surprise. Et mon papa me dit que il y a des gens qui sont venus le voir, ils lui ont dit voilà, que normalement, il m'a cherché partout, il ne m'a pas trouvé. C'est aujourd'hui on lui a dit que j'étais ici, il est venu. Qu'on lui a dit que je déraisonnais. J'ai dit je ne déraisonne nulle part. Je ne déraisonne nulle part. J'avais déjà du mal à parler parce que à cause des injections, il y avait une forte incohérence entre mes pensées et ma locution. La langue était lourde, j'arrivais plus à tourner la langue. Et j'ai dit non, ils ont commencé à m'injecter. Je veux qu'ils puissent informer ma maman pour qu'elle informe mon frère qu'on en parle à Zaga, qu'on me fait des injections. Comme ça ils vont stopper parce que je ne sais pas ce qu'on est en train de m'injecter. Il faut que l'information sorte au maximum. Qu'on est en train de m'injecter. Mon papa dit non, bon. J'ai dit, je veux comprendre un avocat. Parce que ma détention a été arbitraire. Ils m'ont torturé alors que ce n'est pas normal. Je veux comprendre un avocat. Mon papa m'a dit non. Qu'on lui a dit que normalement, en m'emmenant ici, c'est pour me protéger. Parce qu'avec les infractions que j'ai eu à commettre, je devais risquer 15 ans de prison. Donc ici, c'est le moindre mal. Donc, il voulait me faire garder là-bas un bon moment, soit disant qu'on veut m'éviter 15 ans de prison. J'ai dit à papa, non, moi je veux comprendre un avocat, parce que mes droits ont été violés. Papa m'a dit, ok, donc il va en parler à la maman. Parce que lui ne veut pas se mêler de cette histoire-là. Je sais qu'il est corps habillé. Et il n'y a pas de souci, mais il a qu'à en parler à la maman. Pendant qu'on parlait, les infirmiers sont rentrés. En fait, ils ont comme ça fait le reproche à la secrétaire. Pourquoi elle m'a fait emmener? Comme mon papa est venu faire annoncé comme colonel Tchala, c'est en ce moment que je me suis rendu compte que le médecin qui me traitait était aussi de la médecine militaire. C'était un lieutenant-colonel.
de la médecine militaire. Donc comme sa secrétaire a entendu colonel Tchala, pour lui c'est le même corps, donc elle a fait venir mon papa. Donc on a fait partie de mon papa et ma maman, dit non, on n'est qu'à sortir, on ne doit pas avoir droit aux visites. Ils sont sortis, ils disent ne savent pas quand est-ce qu'ils vont revenir, mais dès qu'ils auront l'autorisation, ils vont venir. On dit avant qu'ils ne viennent, il faut que le procureur autorise d'abord. Et ils sont partis. C'est dans ce moment qu'au moins les informations vont sortir et que Zaga, mon frère et tout vont faire informer les gens que c'est comme ça ils sont en train de m'injecter et tout. Donc, c'était le mercredi. Dès le jeudi, les injections ont stoppé. J'ai pas compris. Les sérums ont changé. Les produits que je prenais ont changé. Et en ce temps, on m'informe qu'il y a des gens qui sont en train d'afficher l'hôpital psychiatrique de Zébé. Qu'on a affiché la photo du directeur de Zébé. Je profite pas de cette occasion pour vous dire que la photo qui a été affichée, la photo du directeur de Zébé qui a été affichée, soit disant c'est lui qui m'a fait interner, qui me faisait une injection. Le monsieur était innocent. Il n'était même pas présent, il était en congé. Il est le directeur du centre psychiatrique de Zébé, mais n'est pas le médecin du centre. Le médecin, c'est un professeur et c'est un lieutenant-colonel. Donc le directeur de Zébé n'avait aucun rapport avec ce qui s'est passé. Mais le médecin, c'est lui qui m'a reçu, c'est lui qui m'a interné. Donc c'est pas sa photo qui a été affichée. Donc je vous demanderai d'être un peu plus clément envers le directeur et si possible de supprimer ces photos si ces photos sont encore sur les réseaux, parce que lui il n'en était pour rien, il était même en congé. Mais le nom qu'on a mis correspondait, c'est ce qu'on m'a dit après, qu'on a mis le nom du colonel mais avec la photo du médecin. Donc quand les choses commençaient à venir comme ça, les traitements ont stoppé net, tout a changé. Tout a changé. Et du moment où les traitements se sont arrêtés, le jeudi, vendredi, à ma sortie, je vais le dire en toute honnêteté, et je peux dire en partie c'est à cause des pressions, mais j'ai découvert un personnel formidable. Le personnel de l'hôpital psychiatrique de Zébé a été professionnel et très aimable avec moi. Dans les échanges, d'autres ont eu à découvrir mes vidéos et ont su que ce que je faisais, c'était pour la cause collective. Ils étaient de tout cœur avec moi. Ils me traitaient bien. Quand bien même, durant tout le séjour que j'ai eu à faire là-bas, je n'avais pas le droit de sortir dans la cour comme les autres qui pouvaient le faire. Quand bien même, je n'avais pas le droit de parler à mes parents quand je le voulais, sans autorisation préalable du professeur et de certaines personnes. Tout le personnel s'est bien comporté avec moi. C'est ici l'occasion pour moi de remercier Zagabombo, de remercier Jémi, la reine. Je dois même enlever mon chapeau pour te remercier, Jémi. Merci. L'occasion de remercier Roméo Mokonzi, de remercier Kodjo Vitogen, de remercier Rodako, de remercier Tribunal La Flèche, de remercier Togbevi PC, de remercier Raoul Leblanc, de remercier tous ces blogueurs, toutes ces personnes, ces artistes, ces community managers, ces professionnels des médias qui se sont mobilisés pour dénoncer ma détention, pour crier justice, pour exiger que je leur sois rendu. Merci à vous. Sans vous, je ne serai pas encore devant vous aujourd'hui. Je le dis encore, je ne sais pas pour combien de temps.
Mais peu importe le temps qui me reste, ma priorité aujourd'hui n'est pas de me presser, de quitter le pays pour aller dire que je soigne ma santé et tout. Non. C'était ce que j'avais voulu faire dans un premier temps. Garder le silence et observer tout. Mais en étant là-bas, je me suis rendu compte qu'il y a eu des gens qui ont fait un travail formidable. L'occasion encore ici de m'incliner en toute humilité devant Ferdinand Haïté. Ferdinand Haïté. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Peu importe ce que les gens peuvent dire de toutes ces personnes-là. Pour ce qu'elles ont eu à faire pour ma famille et pour moi-même. Moi, je leur rends une reconnaissance éternelle. Une reconnaissance éternelle. La liberté dont je joue aujourd'hui, qui ne me satisfait pas totalement parce que j'avais pensé pouvoir aussi obtenir la liberté de tous les prisonniers politiques et d'opinion. Si j'arrive à profiter de cette liberté, c'est en partie grâce à eux et à tout ce qu'ils ont eu à faire. Dites à Vincent Jack que Harmon est enfin dehors et qu'il lui tire chapeau, qu'il lui dit merci. Corolais, la brave Tania, j'ai vu tout ce qu'elles ont eu à faire. C'est que si je dois citer les noms, je dis jusqu'à demain matin, on n'aura pas fini. Le général Makoso, j'ai été très surpris. Les évangélistes, les révérends pasteurs, le pasteur Antonio Cephas, lui qui particulièrement savait, avant que d'autres le sachent, les lois de nos destins sur terre, Dieu les écrit. Et si ces lois sont le mystère, nous sommes l'esprit. Je suis celui que rien n'arrête. Je suis celui qui va, celui dont l'âme est toujours prête à Jéhovah. Donc j'aimerais pouvoir mettre mon énergie et me positionner comme faisant partie des défenseurs farouches des droits universels de l'homme. M'opposer à la torture parce que c'est un acte, c'est une action, un acte imprescriptible. Et sachant que le 6, il y a eu des gens qui sont sortis pour réclamer ma libération et réclamer beaucoup d'autres choses. Et que ces personnes ont été torturées. Je ne peux que, moi, me dresser comme un rempart, exiger que justice soit faite en mon nom et au nom de ces personnes-là, pour que plus jamais sur notre territoire togolais, des personnes puissent se permettre, parce qu'elles sont dépositaires du pouvoir public, du pouvoir de l'État, de torturer des citoyens quand ceux-ci veulent s'exprimer. Peu importe ce qu'on peut reprocher aux gens, la loi existe. Et la loi a tous les mécanismes pour sanctionner ceux qui sont déviants. Mais nulle part dans le code pénal togolais, on a demandé qu'on torture les gens. Nulle part dans le code pénal togolais, on a demandé qu'on torture les gens. Alors on ne peut jamais, au grand jamais, accepter que les gens soient torturés, que les droits humains soient bafoués. Nous allons veiller à ce que toutes les personnes qui sont impliquées dans les cas de torture, dans les cas de violation des droits humains, puissent répondre de leurs actes devant la loi, devant la justice. Et nous, parce que nous sommes humains, nous veillerons à ce qu'ils ne soient pas torturés, mais qu'ils répondent devant la loi. Nous veillerons à ce que leur intégrité physique soit respectée, parce que nous avons de la hauteur,
Nous sommes des êtres supérieurs. Nous ne sommes pas des animaux. Quand on mettra la main sur ces personnes-là, elles devront répondre devant la justice. Et nous ferons tout. Nous nous engageons à cela pour qu'elles ne soient pas torturées. Parce que nulle part dans le code pénal, nulle part dans la législation togolaise, on a demandé qu'on puisse torturer les gens. La torture est un acte imprescriptible. Et nous n'allons pas continuer à cautionner cela. Je fais ce témoignage